Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bonne année encore une fois. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de la chaîne, je ne sais jamais à quel moment vous commencez à regarder cette vidéo, peut-être est-ce la première de l'année du côté de la chaîne des Ludovores, auquel cas, encore une fois, bonne année. C'est le premier menu crowdfunding de l'année 2025, hein, une année à nouveau qui s'annonce sous les auspices des bacs qu'on pourra bien évidemment pas assumer, hein. On sait tous qu'on va backer au moins une fois ou deux, même si on sait aussi que pas mal de gens progressivement commencent à réduire un petit peu ou drastiquement parfois pour certaines personnes, la quantité de bacs au fur et à mesure, hein. Et Kickstarter n'est pas forcément aussi intéressant qu'il fut un temps, notre collection s'élargit, mais les Kallax, elles, ne sont pas extensibles, le temps à disposition l'est rarement également, à moins que vous ne soyez proche de la retraite ou que vous le soyez déjà. Pour nous, c'est pas pour tout de suite, bien évidemment. Du coup, on back un petit peu moins, ou alors aussi, on effectue une sorte de petite rotation au sein de la Kallax avec des ventes pour pouvoir prévoir les arrivées par derrière. C'est un petit peu le cas, en tout cas du côté de chez Xavier et de moi-même, plus chez Xavier qui lui a vraiment beaucoup freiné les bacs et beaucoup accéléré sur les ventes. Moi pour l'instant j'ai encore assez peu vendu, mais la place se fait rare dans la Kallax, donc là on va commencer à appuyer sur la pédale d'accélération au niveau des ventes. Du coup, premier menu crowdfunding, en ce 12 janvier 2025, on recommence en douceur, on va prendre le rythme de croisière petit à petit, mais là bien sûr, début de janvier, début de cette nouvelle année, les éditeurs se poussent pas trop pour lancer un projet aussitôt après les fêtes qui sont souvent coûteuses pour bien des gens, mais on a quand même 2, 3, 4 petits projets assez sympas pour commencer tranquillement cette année sur un menu qui, je l'espère, ne franchira pas l'heure de vidéo. On verra bien. Je tiens rarement mes promesses ou mes objectifs de durée de partie, mais bon, 1 heure, je pense que je vise relativement large. Donc, on va pas perdre trop de temps sur l'introduction et on va se lancer avec les 3 parties habituelles. Petit rappel pour ceux qui éventuellement seraient nouveaux sur la chaîne, les entrées, les plats, les desserts, par ordre croissant d'intérêt, subjectivo-objectif, on va dire. Ouais, ça veut rien dire, mais vous aurez compris quand même, il y a un petit peu de subjectif, un petit peu d'objectivité aussi. En tout cas, on espère, on essaye, c'est ce vers quoi on tend. Allez, c'est parti. Premier projet des entrées de la semaine, en réalité il est déjà un petit peu tard pour vous joindre à Pocket Wars Dungeon, ce premier projet de la semaine. Pourquoi je vous dis qu'il est un petit peu tard? Parce que ça fait partie de cette gamme de campagnes que l'on retrouve parfois sur Kickstarter et qui s'intitule Make 100, qui constitue en fait simplement comme une sorte de facette de Kickstarter que l'on voit de temps à autre et qui propose à un jeune éditeur de produire uniquement 100 copies de son projet pour, j'imagine, tâter un petit peu le terrain et pour être un petit peu sûr que le projet voit le jour, pour pouvoir prévoir un petit peu aussi à l'avance la quantité qui sera produite sans vraiment entrer dans des campagnes hyper coûteuses en termes de production. Donc là, 100 copies de Pocket Wars Dungeon, ma foi, c'est déjà fait, en tout cas on l'imagine. Il y a peut-être quelques bacs à 1$, juste histoire de soutenir, mais sans forcément de volonté de choper le jeu derrière, mais bon, j'en doute un petit peu. Et donc 104 backers, on peut imaginer que tous les backs sont déjà pris. Voilà, on voit d'ailleurs qu'on ne peut plus s'engager. Donc je vous le présente quand même malgré tout parce que on n'est jamais à l'abri de voir un backer se retirer du projet d'ici les 10 jours qui nous séparent de la fin de la campagne. Donc vous pourriez peut-être quand même être amené à choper le jeu malgré tout. Pocket Wars Dungeon, vous le voyez, hein, c'est en fait un très petit jeu. Extrêmement portable, vous avez juste un petit sac en simili velours, quelques petits dés gravés, et puis un petit sorte de magazine de 6 pages façon RPG pour une plus grande rejouabilité. C'est un petit jeu de combat, hein, c'est pour 2 joueurs à bien plus, j'imagine qu'il faut plus de copies pour pouvoir y jouer à plus que ça, et c'est pour 4 ans et plus, donc un jeu extrêmement abordable pour des parties de 3 minutes par joueur autour de la table, donc extrêmement rapide également. Bon, ça coûte bien évidemment pas grand chose, il n'y a pas grand chose non plus dedans, donc c'est assez logique, et le pledge coûte 10$, donc vous risquez pas grand chose, en tout cas vous risquez pas grand chose si jamais vous réussissez à choper un pledge parce que quelqu'un s'est désisté entre temps. Voilà pour Pocket Wars Dungeon.
Que serait un premier menu de l'année sans une première campagne de Compass Games? Vous le savez si vous êtes habitué à la chaîne, mais Compass Games c'est un éditeur de wargame, donc de jeux de guerre extrêmement prolifique, qui pond genre, je sais pas, 12-15 campagnes par an. Ils en sont à leur 88e je crois, 87e 87e projet, et encore une fois donc un wargame, cette fois-ci intitulé Burma, qui est un jeu qui avait déjà été produit en 1976 apparemment, une sorte de réédition, certainement un petit peu retravaillé, notamment au niveau visuel, même si, comme d'habitude, hein, on a l'habitude aussi de ce point de vue-là, les wargames, les jeux de guerre, c'est rarement hyper sexy visuellement, mais on sait qu'il y a un public d'aficionados particulièrement, comment dirais-je, amateurs de ce genre de jeu-là, et qui savent, eux, pour le coup, apprécier ce genre de visuel malgré tout, même si pour des habitués de jeux de société plus classiques, c'est vrai que ça paraît un petit peu aride de ce point de vue-là, de point visuel. Là, pour le coup, Burma, c'est pour 2 joueurs, 14 ans et plus, avec une complexité médiane, mais avec des durées de partie assez longues, mais bon, pour le wargame, c'est pas spécialement étonnant en soi, il y a beaucoup de jeux de wargame assez longs, là, pour le coup, c'est 2 à 6 heures la partie, donc pour Burma, jeu de Bob Fowler apparemment, dont on a ici une nouvelle édition qui a quand même su attirer 66 contributeurs, c'est peu, mais c'est dans la moyenne de Compass Games qui fait rarement au-delà de 150 par campagne. Et donc 11 jours avant la fin de la campagne, malheureusement pas de VF sur ce projet. Autre tout petit projet de la semaine, malgré son titre gigantesque, c'est Golem Run qui vous propose un jeu de course, mais avec du trick-taking. Autrement dit, un jeu de course basé sur la mécanique du jeu de pli. Et ça, c'est assez intéressant, c'est assez rare. J'ai, pour le coup, pas vu jusqu'à présent, ou en tout cas pas de souvenir d'avoir vu de jeux utilisant le jeu de pli, enfin les plis donc, au centre d'une course, avec une thématique comme celle-ci par-dessus le tout. Donc ouais, assez étonnant. Bon, ça m'attire pas outre mesure pour autant, mais je salue l'originalité du projet, en tout cas l'originalité apparente du projet. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour des parties relativement courtes dans environ 30 minutes, c'est pour 12 ans et plus, et en plus de ça, très honnêtement, bah c'est pas vilain. C'est pas vilain pour un tout petit projet, on aurait pu s'attendre à bien pire. En même temps, je dis petit projet, mais les plus assidus du menu crowdfunding auront peut-être reconnu le logo de Dragon Dawn Productions. D'ailleurs, les plus habitués de la chaîne aussi, puisqu'on avait couvert leur dernier projet, à savoir Verdun, qui était déjà un jeu de pli, cette fois-ci sur la Grande Guerre, bien évidemment, avec Xavier. Et du coup, cette fois-ci, c'est Golem Run qui se lance sur Kickstarter, avec, bon, comme à l'accoutumée pour Dragon Dawn Productions, un succès assez mitigé. On est actuellement à 34 contributeurs, ça galère un petit peu, il reste 15 jours avant la fin de la campagne, ça devrait pouvoir financer. Mais comme souvent avec Dragon Dawn Productions, ça fera pas non plus un très gros score, soyons honnêtes. Petite coïncidence un peu amusante, on parlait d'un projet de l'éditeur Dragon Dawn Productions, et là du coup, ce n'est pas Dragon Dawn, c'est Dragon Down, et c'est un jeu, ce n'est pas l'éditeur. L'éditeur pour le coup c'est Active Magic Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, et étrangement ce n'est pas pour un nouveau jeu, donc ils ont certainement sorti ce jeu en boutique ou peut-être sur GameFound, j'en ai pas souvenir en tout cas, mais Dragon's Down, Natives and Legends, plus réimpression. C'est une expérience qui va enrichir Dragon's Down avec une nouvelle petite extension, en plus d'une réimpression, une sorte de jeu de plateau avec une sorte de RPG, peut-être un peu dungeon crawler. J'ai pas exploré trop en profondeur la campagne parce que pour le coup, cette rentrée en début d'année est assez chargée. J'ai pas trop eu le temps de me pencher sur son sujet, mais c'est visuellement pas vilain, même si le matos en revanche vend pas du rêve. Et bon, après, la campagne devrait intéresser essentiellement ceux qui avaient, par le passé, mis la main sur le jeu de base, même si, encore une fois, il y a une réimpression durant la campagne, donc vous pourriez éventuellement être amené à vous y intéresser, même si vous n'avez pas encore le jeu de base, simplement parce que l'univers vous attire. Bon, l'univers, pour le coup, sans être
comment dirais-je, trop péjoratif, il est assez random, on est sur de l'epic fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est pas vilain visuellement, même si je suspecte un petit peu de l'intelligence artificielle pour ce qui est de la DA. Bon, encore une fois, je suspecte, je n'avance rien, mais en même temps, je vois un petit paragraphe utilisation de l'IA ici, que j'avais pas checké tout à l'heure. Donc oui, il y a quelques petits éléments améliorés par de l'IA, mais leur artiste a pu utiliser de l'IA aussi au niveau de la création. Bon, on a de plus en plus de petits éditeurs sans le sou qui nous disent ça, justement, sur Kickstarter, sur GameFound, qu'ils ont utilisé un peu d'IA, mais que ce n'est pas composé uniquement par de l'IA. Bon, du coup, jusqu'à quel point, jusqu'où est le curseur, en quel pourcentage d'IA pour l'ADA et quel pourcentage d'art, disons, humain. Difficile à dire, c'est pas présenté de manière assez claire pour le savoir. Mais bon, vous savez un petit peu maintenant ce que je pense quand même depuis quelques mois maintenant, j'en ai parlé à plusieurs reprises, quand c'est vraiment un tout petit éditeur qui a vraiment aucune thune, qui veut juste lancer son projet, qui a des idées mais qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas le talent de pondre quelque chose lui-même en termes de direction artistique. Ok, ça me semble relativement acceptable, même si souvent la DA, enfin la DA d'une IA m'attire assez peu. C'est encore pour l'instant relativement reconnaissable. Il n'y a plus forcément les défauts, notamment au niveau du nombre de doigts, des éléments qui se transpercent d'autres, etc. Mais il y a encore quelques points qui font que il y a un petit truc qui fait qu'on voit, on en aperçoit, on croit voir parfois que c'est de l'IA. Là, je me demande, je suis pas sûr, mais ça y ressemble un petit peu. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Dragon's Down Natives and Legends. Pour l'instant, relativement beau succès, avec quand même 900 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne, et quand même plus de 100 000 € d'engrangés. Le premier petit Roll and Write en print and play de 2025, le voici, il s'agit de Ahoy Shipwrecked. C'est le troisième projet de Taverna Vagandis Publishing qui nous vient de Pologne. La Pologne qui nous offre souvent des petits projets en print and play. Je ne sais plus comment s'appelle cet auteur assez connu qui fait beaucoup de jeux solo principalement en print and play, généralement assez beau d'ailleurs. Ce n'est pas le même, mais j'imagine qu'ils se connaissent, parce que d'ailleurs, je crois avoir vu, ici c'est Radek Ignatov, voilà, je m'en souviens maintenant, parce que c'est lui qui a backé ce projet, donc ils doivent se connaître, j'imagine. Là, c'est le troisième projet, le dernier c'était Black Bear's Lost Fleet, ça me rappelle vaguement quelque chose, peut-être que j'en avais parlé dans le menu crowdfunding à l'époque. En tout cas, là, donc c'est encore une fois un Roll and Write en print and play, avec une VF disponible en PDF, bien sûr. C'est pour 1 à 99 joueurs, comme souvent c'est le cas pour les Roll and Write, pour 30 minutes et plus la partie. 38 contributeurs pour l'instant, avec 318 € d'engrangés. Vous vous doutez bien que le pledge n'est pas très cher non plus, comme souvent c'est le cas du print and play, c'est un peu l'avantage principal d'ailleurs, bien évidemment. Et puis pour le reste, on est sur un Roll and Write, donc relativement classique, jet de dés, combo, combinaison dans tous les sens. Bon, relativement classique, j'ai envie de dire, on ne révolutionne pas le genre ici, en tout cas pour le peu que j'ai pu en voir. Voilà pour Ahoy Shipwrecked, 38 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. Après un projet polonais, on se rapproche encore un petit peu plus de chez nous et du terroir avec Bonnie and Clyde A Roadmap Through History, le nouveau projet de Yeast Games, les Français de Yeast Games qui nous viennent de Sort-en-Chalos, du fin fond de la campagne, et ça fait plaisir de voir encore une fois une campagne de Yeast Games, dont c'est le 12e projet sur Kickstarter. Vous les connaissez certainement, petit éditeur qui fait du fait maison, qui produit ses propres jeux et qui nous les envoie par la suite. On les avait principalement connus au tout début pour Which Side Are You On, puis pour Bonnie and Clyde justement, qui fait son retour maintenant sur Kickstarter. On les avait également vus plus récemment avec Dungeon Pen ou Moonlight Brewers qui lançait une nouvelle édition. Et donc les revoici avec à nouveau Bonnie and Clyde, A Roadmap Through History. Donc on les avait déjà sortis Bonnie and Clyde
par le passé. On est ici face à une extension qui vient remodeler pas mal de choses au niveau du gameplay. D'ailleurs, ils ont le bon goût de mettre un lien vers la campagne directement en français pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Ce sera bien plus simple, bien évidemment, pour se repérer et savoir de quoi il retourne. Notamment ici, vous verrez un petit peu les éléments de gameplay qui ont changé. On parle notamment des cartes de route et de ville qui sont remplacées par une seule et même carte détaillée où tout est déjà tracé, donc un peu plus pratique, un peu plus ergonomique, on pourrait dire également. Vous pouvez planifier vos choix à l'avance et définir votre itinéraire. Il y avait aussi un système de, comment dire, de quasi push your luck, parce qu'il me semble que vous pouvez visiter à plusieurs reprises les mêmes endroits, mais c'est de plus en plus dangereux. Voilà, c'est ici, je crois. Une fois une planque révélée, elle est placée sur le plateau et reste disponible. Cependant, elle devient de plus en plus périlleuse à chaque visite. Il y avait aussi des embuscades de police, enfin les polices et les chasseurs de primes qui vont tendront des embuscades, que ce soit sur les routes ou dans les villes. Et ça c'est lié à un système de déjà-vu. Repasser au même endroit devient de plus en plus dangereux. Je ne me souviens pas si c'était déjà le cas dans le jeu d'origine, mais en tout cas c'est une, comment dirais-je, une modification, un ajout qui me semble plutôt bien senti pour le coup, notamment en termes d'ergonomie, et puis même en termes de présence. Si ça ressemble plutôt à ça, je trouve ça un peu plus charmant que le système qu'on avait au préalable, donc ma foi, plutôt cool ce petit ajout, en tout cas sur le papier, à voir ce que ça change en termes de gameplay véritablement. Pour l'instant, 103 backers sur le projet, 20 jours avant la fin de la campagne. Pour rappel, c'est un jeu principalement en solo, mais jouable également à 2, 14 ans et plus, 30 à 45 minutes la partie, bien évidemment disponible en français. Et vous le voyez, ça coûte aussi très peu cher. On est à un pledge de 6 € pour cette seconde impression. Donc vous prenez pas de très grands risques en backant cette nouvelle campagne de Yeast Games, Bonnie and Clyde Roadmap Through History, 103 backers, 20 jours avant la fin de la campagne. On les voit popper de manière assez fréquente sur Kickstarter. Il s'agit bien sûr des Vessels, donc les puzzles avec des petits mystères derrière, les puzzles avec un twist comme ils le disent eux-mêmes. En fait, une fois que le puzzle est complété, c'est là que véritablement débute l'enquête, on va dire, le mystère, puisqu'il y aura tout un tas de petites questions dont vous devrez essayer de trouver les réponses au sein du puzzle que vous aurez au préalable complété. Cette fois-ci, on a 3 nouveaux épisodes, on va dire, avec Myth and Monsters, Kitty Café et Garden Party, donc 3 nouveaux puzzles avec tout autant de mystères qui se cachent derrière. 840 contributeurs déjà sur le projet, 27 jours avant la fin de la campagne. Alors Kitty Café bien sûr avec des petits chatons, ça va vendre, hein. J'imagine que c'est toujours aussi populaire quand on fait des trucs avec des chats, généralement ça marche plutôt bien. Garden Party, je suis pas du tout fan de la DA, hein. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu consommé des champignons hallucinogènes avant de s'attaquer au pinceau. Myth and Monsters, c'est peut-être celui qui me parle le plus pour le coup. Je ne suis pas suffisamment fan de puzzle pour me pencher plus que ça sur le cas des Vessels, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je couvre une campagne de Vessels, je me dis que le concept est assez sympa. Alors c'est pas les seuls à pondre des puzzles dont comment dirais-je, une partie du gameplay se poursuit justement une fois que vous aurez réussi à compléter le puzzle. Mais c'est vrai que ils ont l'air de mener leur barque de manière assez efficace, parce qu'ils en sont quand même à 22 projets, et je sais pas, j'imagine une vingtaine de puzzles d'ores et déjà. 840 contributeurs donc, 27 jours avant la fin de la campagne pour cette 11e série de Vessels. On enchaîne avec la première campagne de 2025 de Button Shy Games, le 69e projet de cet éditeur américain qui s'est spécialisé depuis fort longtemps dans les micro-games. D'ailleurs, c'est un peu eux qui ont fondé la gamme des micro-games de Matago. Enfin, ils n'ont pas fondé la gamme parce que c'est pas le même éditeur que Matago, mais Matago a fondé cette gamme de micro-games sur les jeux de Button Shy Games, même s'il y en a d'autres maintenant qui ne viennent pas de Button Shy Games, qui ont rejoint cette gamme. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on parle ici du premier projet des plats principaux de la semaine. Il s'agit donc de Hyperstar Run, qui est le nouvel épisode de la série Simply Solo par l'éditeur américain. Simply Solo, c'est cette petite gamme de micro-games par Button Shy Games,
qui est conçu pour le jeu solo, comme son nom l'indique, et généralement, tous les jeux de cette série sont l'œuvre de Scott Almes, qui est un auteur assez renommé, qui fait beaucoup de jeux solo, que ce soit pour Button Shy Games ou pour d'autres également. Et pour l'instant, le projet se porte bien, on est à 1500 contributeurs, c'est une belle machine, hein. On a l'habitude avec Button Shy Games de voir des scores assez conséquents pour des tout petits jeux. Ils ont vraiment su se faire une place dans l'univers du crowdfunding, du financement participatif depuis maintenant, je dirais 4, 5, 6 ans peut-être, et ils ont vraiment une fanbase très solide qui revient jeu après jeu, et généralement c'est plutôt sympa, même si, bon, Button Shy Games, il y a quand même pas mal de hit and miss, donc de jeux qui sont des vrais beaux succès en termes de gameplay, hein, pas en termes de succès commercial, mais on a aussi quelques-uns qui sont un petit peu plus quelconques, on va dire. Qu'est-ce qu'il en sera pour Hyperstar Run? Difficile à dire, il s'agit d'un jeu qui reprend un petit peu, comment dirais-je, l'allure et le gameplay apparemment de jeux vidéo, dans lequel vous allez en fait chercher à vous évader d'une sorte de base alien en défouraillant tout ce qui se présente sur votre chemin, tout ce qui est alien qui potentiellement pourrait être amené à vous empêcher de prendre la fuite, vous allez tout simplement le dégommer. C'est donc un jeu solo, c'est pour 8 ans et plus, donc un jeu relativement accessible pour des parties d'environ 15 minutes, donc un jeu très très accessible dans tous les sens du terme, en termes de complexité, mais également en termes de facilité à le sortir sur la table, hein, parce que les parties sont très très courtes, et certainement un petit goût de reviens-y, parce qu'on a ici un jeu qui va certainement être sur le fil à chaque partie, que ce soit pour une victoire ou pour une défaite, ça va certainement se jouer à peu de choses, et on va vouloir en refaire une. Ça peut être assez fun, les quelques retours qu'on envoie sur la page ont l'air d'être plutôt satisfait plutôt que satisfaisant, et ils ont l'air de dire que c'est plutôt un très bon jeu. En même temps, vous le savez, hein, quand on pose des vidéos de créateurs de contenu sur sa page Kickstarter, c'est rarement quand les créateurs en question disent que c'est de la merde, hein, on est tout à fait honnête là-dessus. Nous-mêmes, nous faisons parfois donc des vidéos Kickstarter. Ça nous est arrivé à une ou deux reprises de faire une vidéo qui n'a pas trouvé son chemin jusqu'à la page de campagne parce que peut-être ça ne plaisait pas suffisamment à l'éditeur. Voilà, ça peut arriver. Généralement, on a quand même une majorité d'éditeurs qui acceptent tout à fait les quelques critiques qui peuvent être formulées. Mais donc là, petit jeu de survie et des escape games quasiment, d'un vaisseau alien avec quelques petits persos asymétriques me semble-t-il, quelques petites compétences qui viennent briser un petit peu les règles du jeu lorsque vous réussissez à les acquérir. Voilà, pour un jeu très très court, très facile d'accès, il s'agit donc de Hyperstar Run avec, comme d'habitude, pour ce qui est de Button Shy Games, un modèle économique que l'on retrouve pour chaque campagne, à savoir le jeu de base, plus une extension gratos à l'intérieur, et il y a généralement d'autres petites extensions qui, elles, sont payantes, mais là je ne vois pas d'extension supplémentaire. Alors il y a celle-ci, peut-être Final Bosses, ouais c'est ça, d'accord, donc il y a l'extension gratos qui doit être Equipment Drop, et il y a une extension payante qui est Final Bosses apparemment, et puis vous pouvez aussi, comme souvent avec les campagnes de Button Shy Games, mettre la main sur d'autres jeux, notamment la gamme des Simply Solo, donc leurs jeux solo, tels que Food Chain Island ou encore Ugly Griffin Inn, Insurmontable, etc. Mais bon, pour la plupart d'entre eux, dont Fishing Lessons récemment, vous les retrouvez donc chez Matago dans la gamme des micro-games. Voilà donc pour ce qui est de Hyperstar Run, 38 000 € d'engrangés, 1500 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci, j'imagine que vous en avez entendu parler et c'est tout à fait logique, il s'agit du nouveau projet de Gram Edition, autrement dit le nouveau projet de Léandre Proust, que l'on a vu à plusieurs reprises sur Kickstarter et qui continue à explorer les différents modèles économiques qu'offre Kickstarter, à savoir le pledge à 0 $ à plusieurs reprises, le Pay What You Want, qui est le modèle choisi cette fois-ci pour Micro Hero Hercules,
cette fois-ci vous payez ce que vous voulez, le pay what you want, c'est pas le premier à faire ça sur Kickstarter, mais c'est un modèle économique assez intéressant sur Kickstarter. On peut souvent se poser la question de la viabilité d'un tel projet, mais il faut compter sur tout simplement la générosité, la morale quasiment des backers pour backer plus que juste un petit dollar, quoi. Et d'ailleurs on le voit ici avec 3000 contributeurs et 29 000 euros d'engrangés, on est à environ 9 euros et quelques par backer en moyenne, donc on va dire que les gens sont pas trop radins. 19 jours avant la fin, quand la campagne a quand même 3200 contributeurs environ, c'est quand même un très beau résultat pour Micro Hero Hercule. Et bien sûr, comme c'est l'œuvre de Léandre, il y aura bien évidemment une VF. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les informations dont vous avez besoin ici, directement en français, sur la page de Gram Édition. Alors le temps que ça charge, c'est un petit peu galère, mais en gros, on est ici face à un jeu de deck building, de roguelite, et en solo, exclusivement, pas tout à fait, parce qu'en fait dans les stretch goals, ils ont débloqué un mode coopératif, si mes souvenirs sont bons. On vérifiera ça par la suite, mais donc oui, deck building et roguelike. Donc on va progressivement enrichir ou se défausser de certaines cartes dans notre deck pour espérer remplir les différents travaux d'Hercule. Et oui, je dis bien les différents au pluriel, car on va choisir un travail d'Hercule différent à chacune des parties, où on pourra aussi enchaîner ça un petit peu façon campagne également. Voilà la page de Gram Édition qui vous présente la totalité de la campagne directement en VF avec une DA plutôt charmante, un petit peu humoristique. Je trouve que ça marche plutôt très bien. Donc ma foi, c'est un choix assez payant, je trouve. On est sur des parties de 20 à 240 minutes. Ça, c'est si vous enchaînez tous les travaux d'Hercule côte à côte. J'imagine que ça fait environ 240 minutes. Une sorte de mode campagne, on va dire. Mais une partie, on va dire que ça fait 15-20 minutes environ. Donc voilà, je trouve que le projet a beaucoup de charme. Gram Édition a su montrer par le passé que malgré des choix économiques qui peuvent parfois nous inquiéter pour la viabilité et la santé économique de l'éditeur, il nous a montré à plusieurs reprises que non, il mène toujours ses projets à bon port, et donc on peut avoir, je pense, toute confiance. En l'issue de cette campagne également, on recevra très probablement nos jeux. Il y a pas mal de vidéos également, bien sûr, de créateurs de contenu qui vont être présentés à travers cette campagne, y compris bien sûr beaucoup de créateurs francophones. Ici, on a Je vous explique les règles. On a également pas mal de reviews. J'ai vu aussi Zeugma quelque part, je crois. On voit ici les jeux en carton également qui en parlent. On voit Zeugma ici. Voilà, Société des jeux qui en parle également. Bref, pas mal de créateurs de contenu francophones que vous voyez partout ici. Donc vous avez quand même pas mal d'avis qui vous sont présentés. À vous de voir un petit peu, bien sûr, ce qui va être susceptible de vous plaire là-dedans. Et même si c'est pas le cas, vous risquez quand même très peu de choses à backer Gram Édition, puisque vous payez absolument ce que vous voulez. Donc si vraiment vous avez peur que ça vous plaise pas, mais que vous avez envie de soutenir, bon, vous pouvez quand même, je sais pas, mettre 4-5 euros malgré tout. Bon, je sais pas si vraiment il y a beaucoup de gens qui ont pledgé genre à 1 euro. Vous recevez quand même une boîte avec des cartes qui ont été upgradées avec le linen finish. Donc bon, il y a quand même un taux qui a l'air d'être pas dégueu. Si vous backez, mettez pas 1 euro quand même, enfin, rien ne vous en empêche, après tout, un pay what you want, c'est le principe, mais bon, quand même, je me demande si je vais pas backer, parce que, à la fois, un petit solo de 20 minutes, avec une DA que j'aime bien, même si le deck building, c'est pas ce que je préfère, mais bon, pour soutenir, j'ai envie de dire, un petit pledge, je sais pas, 5-10 euros, on verra bien. Pour l'instant, je réfléchis encore, j'ai quand même pas mal de petits jeux solo qui prennent la poussière aussi, donc est-ce que c'est vraiment un bon choix? On verra bien. Mais en tout cas, Micro Hero Hercule, joli petit projet, 3180 backers, donc on est sur un beau succès d'ores et déjà, avec 30 000 euros d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Lost Lumina, un petit jeu pour 2 joueurs,
très court, 20 minutes la partie, pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible, et ma foi très joli. On a une très belle DA, avec comme souvent des animaux anthropomorphiques. Ça me plaît plutôt pas mal en termes de DA, c'est pour 2 joueurs donc c'est facile à sortir, c'est très court. Il y a quand même pas mal de petits points forts pour Lost Lumina, qui nous propose une expérience de contrôle de territoire avec des cartes multi-usages, pas mal de mécanismes que j'aime bien également. Donc, à voir. Il y a déjà 713 contributeurs sur le projet, qui a déjà amassé près de 21 000 €, 25 jours avant la fin de la campagne. Et donc, encore une fois, belle DA. Je trouve ça assez charmant, d'autant plus que le jeu est quand même assez accessible. On est sur un pledge à 24 $. Et j'ai oublié de le mentionner, heureusement qu'il y a le petit logo qui me le rappelle ici. On est sur le nouveau projet de Dranda Games qui nous vient d'Angleterre et à qui l'on doit quelques campagnes qui ont déjà été couronnées de succès, à savoir par exemple Solar Storm, Isle of Trains, c'est avec celui-ci, je crois que je les ai connus d'ailleurs, même si je me souviens avoir vu Solar Sphere, mais je me demande si c'était déjà avant le menu crowdfunding, avant la création du menu crowdfunding, je me souviens plus exactement. Plus récemment, Explorers of Navoria avait fait un très beau succès. Et puis en fin d'année dernière, l'automne dernier je pense, Mutagen, qui avait un système de placement d'ouvriers intéressant, avec des ouvriers qui vont se spécialiser au fur et à mesure, mais qui n'a pas forcément très bien marché. Pourtant, placement d'ouvriers, Dranda Games qui fait souvent des belles campagnes, avec l'artwork de The Miko. Ouais, je m'en fous de ça. Montrez-moi juste le projet. Voilà, c'est ici. 1020 contributeurs, voilà, avec les artworks de The Miko, Dranda Games, du placement d'ouvriers. C'était assez étonnant de les voir un petit peu trébucher sur cette campagne, qui n'a pas fait un très beau succès, alors que pourtant, il avait l'air d'être assez prometteur, Mutagen. Mais donc du coup, ils nous reviennent avec cette fois-ci Lost Lumina, qui devrait dépasser Mutagen assez facilement, parce qu'on est déjà à 713 contributeurs. Donc avec une belle DA, un jeu à 2 joueurs donc qui se sort assez facilement, relativement court, carte multi-usage, contrôle de territoire, il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être assez sympa. Donc ouais, à suivre, Lost Lumina, d'autant plus que vous le voyez, 24 $, ça reste très abordable. On a un pledge un peu plus cher, le pledge Hero à 33 $, qui pour 9 € de plus va ajouter un playmat en néoprène plutôt que le plateau, c'est toujours sympa également. Sinon, on a le pledge Saver qui, en plus du néoprène, va aussi ajouter les sleeves, donc les protège-cartes, le tout pour 37 $. Sinon, en add-on, vous pouvez aussi ajouter le playmat ou les sleeves indépendamment également. Sachant qu'il est disponible aussi en allemand, mais pas en français, en tout cas pas pour le moment. Mais vous me direz ce que vous en pensez, parce que ma foi, Lost Lumina, ça présente bien, carte multi-usage, contrôle de territoire, mais pour 2 joueurs exclusivement, partie assez courte. J'ai envie de dire qu'il coche pas mal de cases pour en faire un projet intéressant. Les petits meeples screen print très charmants également. Ma foi, ouais, jolie petite découverte que ce petit Lost Lumina, que j'avais déjà consulté un petit peu pour ma vidéo du top 10 des jeux que j'attendais le plus pour 2025. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore déjà regardé, je l'ai posté la semaine dernière. Lost Lumina, je l'avais regardé, mais je ne l'attendais pas tant que ça, et maintenant que je vois la page de la campagne, je me dis que c'est plus intéressant que ce que j'avais d'abord imaginé au préalable. Donc ouais, à suivre, Lost Lumina, plutôt charmant. Et maintenant qu'on a les projets de plats principaux de la semaine, je peux aussi m'attarder brièvement sur le shipping. L'Union Européenne est décomposée en 5 parties. Ok, France, c'est la partie 1, ok, Belgique en 2. On a le Luxembourg là, on a aussi... où sont nos amis monégasques ou suisses? Je ne vois pas les Suisses. Bah non, je les vois pas. Rest of the World, ouais, ça, Switzerland, Rest of the World, ça va coûter cher, j'imagine. Donc, pour la France, ça va être 6, donc 6 livres. Attention, ce ne sont pas des euros. Bon, c'est pas très différent, mais quand même, ça doit faire du 9 €, quelque chose comme ça, 8-9 €. Belgique, 8-9 livres, pour le coup. Canada, 14-14. Et puis, pour nous, au Japon, ce serait 19-19. Du coup, c'est quand même presque aussi cher que le jeu lui-même. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas le type de jeu qui se prête le mieux à Kickstarter. Parce que dès lors que vous faites un jeu sur Kickstarter, les frais de port sont toujours relativement élevés, presque toujours, ça dépend du format de la boîte aussi, bien évidemment. Mais du coup, quand vous proposez un projet, vous pouvez escompter certainement des frais de port qui vont aller de 10 à 20, 30, 40 $ de frais de port. Donc quand vous faites un jeu qui coûte 20 $ et que les frais de port sont à 15
pour la région où moi j'habite en tout cas, ben, c'est un peu difficile de se dire je vais backer un jeu, sachant que les frais de port coûtent plus de la moitié du prix du jeu lui-même, donc bon, c'est pas forcément un type de jeu qui s'y prête le mieux, en tout cas quand vous vivez dans une zone un petit peu éloignée de l'éditeur en question. Parce que si vous êtes en Europe, bon, ça reste aux alentours de 8-9 euros, ça reste abordable. Voilà donc pour Lost Lumina, 713 contributeurs, 21 000 euros d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. Assez peu de backers et pourtant je le place dans les plats principaux de la semaine, il s'agit de Iron Core, le premier projet de l'éditeur grec Magister Games du côté de chez GameFound. Alors oui, il y a assez peu de backers pour le moment en tout cas, on est à 170 backers approximativement, 25 jours avant la fin de la campagne. Lui pour le coup, je l'ai mentionné brièvement dans les mentions honorables justement de la vidéo de top 10 des jeux que j'attendais le plus pour l'année 2025. Dans les mentions honorables uniquement parce que a priori c'est pas tellement un jeu pour moi, on est sur un gros jeu en bac à sable où on fait un petit peu ce qu'on veut dans un univers post-apocalyptique, maritime on va dire, assez sombre, avec une super DA. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas forcément le client de ce type de DA, mais elle a vraiment une patte assez unique, sachant que c'est un artiste peintre qui s'est occupé de la totalité des illustrations de Iron Core, donc il y a vraiment quand même une patte, il y a vraiment un univers qui lui est propre, avec pas mal de personnages asymétriques qui sont assez asymétriques aussi jusqu'à leur apparence visuelle, donc ça c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Mais donc ouais, Iron Core, on est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, en sandbox, donc vraiment un bac à sable, on vous laisse vraiment très libre de vos actions et de vos mouvements, dans un monde un petit peu post-apo et dystopique. Pour des parties d'environ 120 minutes, on a beaucoup d'exploration, bac à sable, donc c'est logique, il y a aussi de la gestion de ressources, du développement de votre navire, avec une forte asymétrie qui va venir s'accroître au fur et à mesure de par les améliorations que vous allez apporter à vos différents navires. Et oui, vous voyez bien ici le petit drapeau français. Alors, est-ce que ce sera en version physique ou est-ce que ce sera seulement la traduction des composants via une sorte de PDF uniquement? À savoir, enfin à voir, à confirmer plutôt dans les semaines à venir. On est sur du 30 minutes par joueur. Ici, on voit que c'est 2 heures, mais en réalité, ça dépend du nombre de joueurs autour de la table. Ça pourrait aussi être 1 heure si vous jouez à 2 par exemple. Et c'est un jeu qui m'a l'air d'être assez compliqué à décrire, pour être tout à fait honnête. J'ai pas pris 3 heures pour consulter la campagne. Généralement, quand on passe 5-10 minutes sur une page de campagne, on voit à peu près de quel genre de jeu il s'agit. Pour Iron Core, c'est un peu plus complexe, on voit effectivement que c'est bac à sable, on a beaucoup de liberté de mouvement, on a notre plateau individuel de factions avec une assez forte asymétrie, on a un côté engine building, parce que justement on va venir enrichir notre navire, notre vaisseau, l'améliorer au fur et à mesure avec cette comment dirais-je, asymétrie un peu croissante, on va dire, au fur et à mesure des évolutions de notre navire. Donc on pourrait parler de engine building, de gestion de ressources, d'exploration bien sûr, de combat aussi. Il y a aussi bien sûr du combat parfois entre les joueurs autour de la table, peut-être aussi parfois avec des PNJ, j'imagine, mais une grande liberté de mouvement. C'est le côté bac à sable, et c'est aussi un des trucs qui fait que je ne suis pas particulièrement attiré, que je ne suis pas particulièrement le public pour ce genre de jeu. Le bac à sable, je comprends tout à fait l'intérêt, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas un truc qui m'attire outre mesure de mon point de vue à moi. Il y aura aussi un mode solo avec justement des PNJ, ou des NPC en anglais. Il y aura aussi un mode de 2 contre 2 éventuellement, pour ceux que ça pourrait intéresser, avec toujours ce questionnement quand on voit qu'il y a du solo, pas du semi-coop, mais du coop en 2 contre 2, mais aussi du chacun pour sa peau. C'est est-ce que tous les modes se valent, est-ce que c'est pas un petit peu le cul entre 2 chaises, voire même entre 3-4 chaises pour le coup, à voir. Mais en tout cas, sur le papier, Iron Core c'est plutôt intéressant, visuellement ça a vraiment de la gueule. En termes de matos, quand vous allez voir le all-in, ça a l'air d'être assez cool aussi en termes de matos de ce point de vue là, mais par contre la note va monter assez rapidement. D'ailleurs, en parlant de pledge, allons voir un petit peu les prix des différents pledges qui nous sont présentés ici. Voilà les rewards. Alors, on va commencer par le plus accessible, c'est le Navigator's Pledge à 75 €. C'est juste le jeu de base avec les stretch goals. Ensuite, on a le pledge à 140, le Captain's Pledge, qui vient ajouter une extension pour un 5e joueur,
The Monsters and Portal Expansion, donc une extension avec des monstres et des portails, et puis également un playmat de néoprène qui vient remplacer le plateau central. Ensuite on a le pledge à 150, le Collector's Edition, qui vient ajouter quoi de plus? Des miniatures, d'accord, une extension de miniature pour les navires j'imagine. Le tout dans une big box plutôt que la boîte de base qu'on a vue tout à l'heure. Et sinon, on a encore aussi le Captain Pledge All-in 180. Alors là, on a aussi des trays, donc des inserts imprimés par eRaptor, en impression 3D par eRaptor qui fait des inserts en général très très clean, plus l'extension 5e joueur, plus le néoprène, etc. Mais bref, gros matos. Et c'est pas fini, on a le Collector's Edition All-in, donc là, deluxification par-dessus la deluxification, c'est une exclusivité GameFound, ça se retrouvera pas en boutique, bon, si tant est que le jeu arrive en boutique en VF, en tout cas en France, ça c'est pas garanti du tout pour l'instant en tout cas. Voilà, je vais pas passer trop de temps sur le reste, sur l'univers, qui va être pour le coup super intéressant, hein, post-apocalyptique, un petit peu steampunk sur le coup, avec beaucoup d'asymétrie. On va pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez ici quelques petits extraits, quelques aperçus des différentes factions, de ce en quoi ils sont différents les uns des autres, les plateaux individuels, qui eux aussi sont fortement asymétriques, un petit aperçu sur les miniatures également, bref, le gameplay, un jeu assez difficile à présenter de manière courte, il faudrait... en fait que j'en parle dans les desserts de la semaine, mais il n'est pas suffisamment, comment dire, c'est pas qu'il n'est pas suffisamment intéressant, c'est qu'il a très peu de contributeurs, la VF m'a l'air d'être exclusivement pour une version PDF, et il est quand même assez complexe à présenter, donc je me contente de le mettre dans les plats principaux. Sachez que vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator, pour ceux que ça pourrait intéresser, et vous pouvez d'ores et déjà jeter un petit coup d'œil aux règles également. Voilà, pour le reste, on va aller voir rapidement le shipping. Le shipping qui se trouve ici. Ok, Canada, 34 à 46 € de frais de port. Là, il a l'air d'être assez, assez lourd en termes de contenu, donc effectivement, les frais de port sont un petit peu salés. Pour l'Europe, ça va de 25 à 36 € de frais de port. Pour la Suisse, 33 à 42. Et puis pour nous qui sommes dans... Qu'est-ce que ça veut dire East? Est-ce que c'est pour l'Asie pour le coup? Alors East, ouais c'est ça, East 2 pour le Japon, ça nous coûterait 43 à 57 € de frais de port. Voilà donc pour ce qu'il en est de Iron Core, un nouvel éditeur, Magister Games, qui nous vient de Grèce, qui propose un projet qui est très joli, qui est assez unique visuellement parlant, certainement en termes de gameplay aussi, mais qui n'est pas forcément un jeu facile à vendre, facile à présenter, et donc pas forcément facile d'attirer beaucoup de monde, d'autant plus quand on se lance en tant que primo-éditeur sur GameFound. Encore un projet français pour ce menu crowdfunding, ce premier numéro crowdfunding de l'année 2025. Cette fois-ci, il s'agit de Postcards de Board Game, qui nous vient de Fenrir Board Games, donc nouvel éditeur français qui se situe apparemment à Nancy. Et donc c'est le premier projet donc, sur Kickstarter avec Postcards, qui est un jeu qui visuellement, ma foi, présente très bien. C'est extrêmement joli, c'est extrêmement charmant, et ça évoque pas mal de choses assez nostalgiques pour bien des gens, j'imagine, puisque on en voit maintenant très peu de cartes postales, mais il fut un temps pas si éloigné que ça, que vous connaissez certainement si vous suivez la chaîne, vous aussi, puisque je crois que en moyenne, vous êtes plus ou moins dans la même génération que moi, généralement un poil plus âgé potentiellement. Et du coup les cartes postales ça vous rappelle forcément des souvenirs, et du coup là c'est un jeu sur les cartes postales, on va voyager à travers la France, qui plus est. Alors oui, il n'y a pas la Belgique, on aurait pu ajouter la petite Belgique, un petit peu la Suisse par exemple, pour faire plaisir aux frontaliers francophones, mais non, c'est exclusivement la France, et on va avoir plein de cartes postales qui mettent en avant justement les différents paysages les plus beaux les uns que les autres de notre beau pays de Cocagne. Et donc, jeu bien sûr en français, parce que l'éditeur est français, ça fait toujours plaisir. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 10 ans et plus, pour des parties de 30 à 45 minutes. Il s'agit donc d'un jeu extrêmement familial, un jeu très accessible, qui du coup n'a pas une profondeur de gameplay à renverser les tables, bien évidemment, mais pour un petit jeu familial primo-éditeur, je pense qu'il coche quand même pas mal de cases pour un petit bac de soutien, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi en termes de gameplay, parce que vraiment le jeu est très beau,
il évoque pas mal de souvenirs, il a une thématique assez chill, comme on dit, pour utiliser un anglicisme pas forcément très élégant, mais un petit jeu un petit peu relaxant, qui évoque le voyage, les bons souvenirs de vacances d'été, où on prenait toujours un petit quart d'heure pour écrire une carte postale à papy et mamie. Ouais, ça évoque pas mal de souvenirs qui, de mon côté, sont plutôt agréables. Donc ouais, Postcards, il y a moyen que je finisse par le baquer, peut-être en le faisant livrer chez mes parents par contre, parce que pour le Japon, les frais de port sont vraiment pas très intéressants. Mais ouais, on a une très belle DA, une thématique qui me plaît bien, un gameplay facile, accessible, des parties relativement courtes qui font que le jeu va sortir facilement. La seule interrogation, c'est de savoir si la rejouabilité est présente, si l'équilibrage est bien foutu, mais bon, pour un petit jeu familial, c'est pas forcément les choses les plus importantes, mais en revanche, la rejouabilité me pose un petit peu question pour l'instant. Difficile sans y jouer d'en savoir plus sur la potentielle rejouabilité ou pas. Mais donc, qu'y a-t-il dans Postcards très brièvement? On a donc les 4 plateaux de joueurs, hein, à vélo tous. On a les petits standees justement de joueurs à vélo, à bicyclette, pour ceux qui se souviennent de cette très belle chanson, encore une fois très nostalgique. Le plateau central avec la carte de notre beau pays de France. Ensuite, on a combien de cartes postales? 52 cartes postales pour l'instant, peut-être qu'il y en aura des stretch goals un peu plus, je ne sais pas. On voit ici la Camargue, Étretat, la Tour Eiffel, Nice et bien d'autres encore. Masse de petits tokens par-ci par-là, des cartes de cadeaux, des cartes d'itinéraire, des cartes de voyage également. Tout ça est plutôt charmant pour un primo-éditeur. Vraiment, le jeu a beaucoup de charme. On a un petit pack de deluxification avec des petits meeple screen print pour remplacer les standees de vélo par exemple, avec également des éléments en bois plutôt qu'en carton. Et puis on a aussi 3 micro-extensions qui sont prévues. La première c'est Blossom Trails avec des petits tokens de fleurs. Et les 2 autres ont pour l'instant gardé secrètes. Celle-ci l'était aussi il y a encore 2-3 jours je crois. Donc j'imagine que comme pour Blossom Trails, les 2 autres vont aussi être dévoilés au fur et à mesure de la campagne, j'imagine, pour aller ajouter un petit peu justement de rejouabilité, peut-être un petit peu aussi de profondeur, de stratégie au jeu. Donc ma foi, c'est plutôt un ajout intéressant. Vous avez un petit peu le how to play également, mais bon, je ne vais pas passer trop de temps, on reste sur un plat principal, pas sur un dessert, mais bon, vous pouvez imaginer, hein, il y aura bien sûr du voyage, de la découverte de nos paysages français, on va ensuite choper des cartes postales que l'on va envoyer, il y a un petit système de timbre aussi à coller sur nos cartes postales, qui va être encore une fois très thématique et très charmant, il y a même un petit mode solo, donc vraiment ça pourrait plaire à beaucoup de gens, vous pouvez télécharger les règles ici en français d'ores et déjà pour en apprendre un petit peu plus sur Postcards. Et bien sûr, projet français, bien sûr, ça veut dire qu'il y a aussi pas mal de vidéastes français ou francophones qui en parlent, notamment ici on voit Pug and Play par exemple, mais ce n'est pas le seul, on voit aussi Tu joues ou quoi, ou non ça c'est allemand pour le coup. Ah, ça fait pas beaucoup de vidéos en réalité pour Postcards, mais quoi qu'il en soit, le projet a l'air d'être très intéressant. 29 € pour Postcards en édition standard, 55 si vous prenez la deluxification dans laquelle vous retrouvez les 3 micro-extensions, donc Blossom Trails et les 2 qui ne sont pas encore dévoilés pour l'instant. Donc c'est un ajout qui ne se contente pas que de la deluxification, il y a aussi des ajouts de gameplay. Il y a aussi un Early Bird, mais est-ce qu'il est encore disponible? Je ne sais pas, il y a 49. Oui, il est encore disponible pour l'instant apparemment. Ouais, apparemment. Ensuite, on a un petit add-on de Garden Gnome, une micro-extension à 4 € qui vient ajouter un petit meeple de nain de jardin, on va dire, et quelques cartes apparemment également. Il y a aussi des sleeves également, pour ceux que ça pourrait intéresser, des protège-cartes éventuellement. Le shipping pour le Canada, 28 à 37 €, ça pique, vu le prix du jeu, c'est un petit peu salé. Pour l'Union Européenne, 17 à 26 €. Et puis pour nous, ce serait 55 pour le Japon, quand même assez peu intéressant, d'où le fait que je me pose la question de, éventuellement, si je le back, me faire livrer chez mes parents plutôt que chez moi directement au Japon, parce que les frais de port sont quand même assez sévères. Voilà donc pour ce qui est de Postcards, 300 contributeurs pour l'instant. Je pense que le jeu pourrait faire bien mieux, il n'a pas encore vraiment attiré tellement l'attention, peut-être en dehors de la sphère française. Je vais voir la communauté quand même rapidement.
112 contributeurs américains, quand même, c'est la moitié des backers, un peu plus, non, un peu moins de la moitié. 57 en France, 23 en Allemagne, après c'est un petit peu distribué partout. On a du Japon aussi, 5 backers au Japon. Peut-être Xavier, je ne sais pas, on verra bien. Et donc voilà pour Postcards. Alors les Français, il y a peut-être aussi Jérémy, un autre pote français à Osaka qui aime beaucoup les jeux très jolis, Postcards l'étant. Peut-être qu'il est dessus, à voir. 300 backers, 30 jours avant la fin de la campagne. C'était le dernier plat principal de la semaine. Il nous reste maintenant donc un seul et unique projet, le seul et l'unique dessert de la semaine. Projet que j'ai déjà présenté dans le top 10 des jeux que j'attendais pour 2025, donc la semaine dernière. Petite devinette, saurez-vous donc le trouver d'ici les quelques secondes qui vous séparent du segment concerné. Vous l'aurez certainement deviné hein, avec ce petit indice que je vous ai donné juste avant le début de ce segment de la vidéo, en tout cas si vous avez regardé le top 10 de la semaine dernière, le seul et unique dessert de la semaine, il s'agit donc bel et bien de Foxpaw, Harry Potter sans la licence, hein, un Harry Potter Wish en jeu de société. Parce que clairement, les allusions, les références de Harry Potter sont évidentes, les inspirations de Harry Potter sont évidentes dans Foxpaw, dans la direction artistique, dans la thématique, dans les actions que l'on peut entreprendre dans le jeu. C'est vraiment Harry Potter sans la licence, mais du coup, ça parle quand même à beaucoup de gens. Dans notre génération, entre 25 et 45-50 ans, ça va parler à beaucoup de gens. Harry Potter, bien évidemment, qui n'a pas rêvé d'un petit jeu de plateau dans l'univers de Harry Potter. Alors, il y en a déjà. On a notamment des jeux de deck building, je crois, dans l'univers de Harry Potter. Mais là, on est sur un beau petit jeu euro de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, dans l'univers de Harry Potter sans la licence. Donc du coup, forcément, ça a un côté vraiment très attrayant. Et du coup, on le voit, le nouveau projet de Godot Games, éditeur allemand, qui pour la première fois, je crois, se lance sur GameFound, en est déjà à 2400 backers en l'espace de 4-5 jours de campagne. Donc c'est vraiment un très très beau lancement. Comme souvent avec Godot Games, le jeu est quasiment totalement language independent, comme on dit. Donc il n'y a quasiment pas de texte sur le matos. Donc en réalité, quelle que soit la langue du groupe de joueurs autour de la table, vous devriez pouvoir vous en sortir. Et apparemment, il y aura aussi les règles en VF, en tout cas à minima en PDF. C'est à confirmer, ça dépend du nombre de backers aussi. Peut-être qu'il y aura une impression physique directement du matos en VF. Je me souviens plus si c'était le cas pour leur précédent projet qui était Among Cultists, qui était basé sur le jeu vidéo Among Us. Mais du coup, c'était sur Kickstarter à l'époque, donc j'ai plus souvenir. Et donc, Foxpaw, donc je vous le disais, jeu de placement d'ouvriers, avec le mécanisme du Prisoner's Dilemma, qui est un mécanisme apparemment selon lequel les joueurs vont plus ou moins être amenés à travailler ensemble, une sorte de simili semi-coop on va dire, mais avec un joueur qui va pouvoir trahir aussi en cours de partie, sachant que s'il trahit, il va potentiellement gagner beaucoup plus de points selon ce qu'il entreprend, mais il sera plus difficile pour lui d'espérer l'emporter. Et de gestion de ressources, mais bon ça va souvent de pair avec le placement d'ouvriers, c'est pas une surprise. On enchaîne 1 à 4 joueurs donc, 90 minutes la partie, petit résumé encore une fois, un placement d'ouvriers, gestion de ressources, factions asymétriques, les fameuses maisons de l'univers Harry Potter, même si ici c'est transposé avec des noms différents bien évidemment, avec des cartes multi-usages si mes souvenirs sont bons, en tout cas différents types de cartes qui ont chacun un usage particulier. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers qui se veut relativement accessible. On est je crois sur un 2.5, quelque chose comme ça sur BGG. Donc c'est pas un jeu expert, on est sur un jeu initié on va dire, mais relativement accessible avec une assez belle DA, un petit peu inégale, ceci étant dit. Alors apparemment il y a encore et toujours cette question de l'IA qui revient maintenant de plus en plus quand on voit des campagnes. Apparemment il y a eu un petit peu de pré-travail, on va dire, sur de l'IA au tout début du projet, puis ensuite tout a été retouché ou carrément complètement modifié par des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont bossé et participé au projet, donc à vous de voir si le fait qu'ils aient bossé un petit peu avec de l'IA au début du projet vous freine ou pas. Moi je trouve que le jeu est plutôt charmant, un peu inégal, peut-être parce que justement il y a beaucoup d'artistes, donc beaucoup de styles mélangés, c'est pas forcément très cohérent visuellement, mais globalement c'est plutôt charmant.
Il y a aussi une version avec des baguettes magiques en PVC. Oui, ça sert absolument à rien, ça sert uniquement pour les duels. Ou simplement j'imagine que les joueurs qui sont amenés à participer au duel vont devoir chacun tenir la baguette magique, mais bon ça c'est... Alors je comprends parce que bon du coup c'est un jeu de magicien, donc que serait un jeu de magicien sans des baguettes et des balais magiques, bien évidemment des balais volants, mais en même temps, bon, si le jeu me demande de tenir la baguette pour un duel, bon, je veux bien l'immersion, mais quand même le ridicule, même s'il ne tue pas, peut parfois un peu y contribuer, voilà. On a un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme apparence, comme présence sur table, ici avec le plateau principal, avec les différentes zones de placement d'ouvriers. On aura un système de jour et de nuit, j'arrive plus à parler, de jour et de nuit. On aura ici les plateaux individuels, donc les fameuses factions, les maisons qui auront leur propre spécificité. On aura aussi pour chaque joueur un personnage qui va donc venir s'insérer dans le plateau de maison. Donc une sorte de double asymétrie légère, et plein de petites stats sur ces plateaux double épaisseur qui vont venir évoluer au fur et à mesure de ce que l'on va prendre comme orientation. Est-ce qu'on va apprendre des nouveaux sorts? Est-ce qu'on va choper une nouvelle baguette? Est-ce qu'on va améliorer son balai? Comment on va se débrouiller au niveau de l'école, des sorties un petit peu nocturnes, l'aventure, etc. Les fameux animaux magiques qui vont peut-être pouvoir venir à notre service de manière temporaire pour nous faire bénéficier d'un petit boost, une action un petit peu spéciale. Donc tout ça va être amené à évoluer, bien évidemment. On continue avec les différents artistes qui ont contribué au projet. On en revient aux mécanismes qui sont mis les plus en avant, donc les Wizard Placements, c'est en fait du placement d'ouvriers, du placement de sorciers pour le coup, le fameux Prisoner's Dilemma que j'ai mentionné tout à l'heure, et la gestion de ressources, voilà, le cœur du jeu. Ensuite, sachez que dans la campagne, il y a aussi l'extension Lost Roots, qui vient ajouter une nouvelle faction, la 5e faction du jeu, et il y aura aussi un petit peu de loxification dedans si mes souvenirs sont bons. Alors, what's in the box pour ce qui est de la boîte de base en tout cas, on a donc les 22 meeple screen print pour chacune des factions, et on a aussi les meeples pour les fameux animaux mystiques, on va dire les animaux fantastiques. Donc tout ça a l'air d'être plutôt bien produit, de même pour les plateaux individuels de maison, double épaisseur, relativement joli, avec une forme un petit peu atypique, mais qui a l'air de servir le gameplay de manière relativement efficace, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, les différents étudiants que l'on va pouvoir incarner, ici on voit Matthew par exemple. Là, est-ce qu'ils ont quelques petites spécificités? On a l'impression qu'il peut être affilié plutôt à certains types de maisons. Qu'est-ce qui se passe si on utilise Matthew pour une maison qui n'est pas une des deux qui sont présentes ici? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut un petit peu trahir les préceptes de la maison dans laquelle on est entré? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est des choses qui peuvent se faire dans le jeu. J'ai juste pas suffisamment exploré les conséquences que ça peut avoir par exemple. Il y a aussi des professeurs. Les professeurs eux aussi ont des préférences, un petit peu comme dans l'univers de Harry Potter. On se rappelle que comment s'appelait ce personnage, Severus, je sais plus comment il s'appelle, Snape en anglais, mais je sais plus comment il s'appelle en français, qui n'aimait pas trop Gryffondor par exemple. Donc ils vont avoir leurs préférences, leur maison appréciée, leur maison détestée par exemple. Donc ça peut avoir une influence assez importante sur la partie. Les animaux fantastiques que l'on retrouve ici, par exemple le Shadow Bison, le Pocket, le Phoenix par exemple, qui vont vous apporter un petit meeple, un petit ouvrier temporaire et une action un petit peu particulière, donc assez intéressante de ce point de vue-là aussi. On pourrait y jouer en solo, il y a des composants spécifiquement faits pour le solo. Les ressources qui sont d'être plutôt clean, encore une fois, en bois directement, plutôt joliment faites, même si bon, les pièces ici sont pas folichonnes. Le plateau double face, le plateau central, double face, ça dépendra du nombre de joueurs autour de la table. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra ajouter une sorte de IA pour incarner un 3e joueur, parce que c'est un jeu avec beaucoup d'interactions. Si vous n'y jouez qu'à 2, il y a une petite perte au niveau du gameplay. Du coup, ils ont ajouté une sorte de IA, on va dire, qui va incarner un 3e joueur pour ajouter un petit peu de sel et d'épices à la partie. Donc pour 2 joueurs, une face, pour 3 joueurs, 4 joueurs, l'autre face. Donc ensuite, ici, les fameuses, comment dirais-je, baguettes magiques, là pour le coup en carton dans la boîte de base et en PVC si vous prenez l'extension avec la déluxification. Les cartes de prophétie, les cartes de
carnaval, pardon, nocturne, donc les petites sorties nocturnes, si vous décidez de ne pas vous coucher tranquillou et de sortir, il y aura bien sûr des effets bénéfiques et aussi parfois des effets un petit peu négatifs parce que vous n'êtes pas couché comme vous l'auriez dû. Ensuite, des cartes d'événements magiques, comme par exemple la création de potions ou des combats face à un behemoth par exemple. Ensuite, les petits compteurs d'énergie pour chacune des factions, les petites ressources que l'on voit ici, les balais, les baguettes magiques, les cartes de sorts, qui pour le coup sont pas fantastiques, parce qu'en fait, vous apprenez un sort, ça vous fait juste monter des statistiques sur les plateaux individuels, c'est tout. Vous n'avez pas utilisé le sort derrière, pas, enfin, indirectement oui, parce que vous avez des statistiques nouvelles, mais je trouve ça un peu moyen les cartes de sort pour le coup. Les cartes de Mischief et encore plus de matos bien sûr, et ensuite l'extension Lost Roots qui vient donc ajouter la déloxification avec les baguettes magiques en PVC pour le coup et non plus en carton pour Make Your Duels Epic, donc c'est vraiment juste pour les duels, pour faire genre quoi. Bof, je suis pas hyper fan pour le coup. Evergrow, donc la 5e faction, avec donc les composants qui vont avec, le mode solo également, et puis c'est à peu près tout ma foi. Ouais, c'est après tout. Sachez que comme d'habitude, comme souvent en tout cas, avec GameFound, vous avez le Stretch Pay, donc vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais pour espacer un petit peu vos paiements. Pour les pledges, on a le pledge de base ici à 45 €, donc ça fait un jeu relativement accessible en termes de prix. 65 si vous prenez l'extension, donc avec l'extension avec la 5e faction, avec les baguettes magiques un petit peu PVC, etc. Et sinon, en Deluxe All-In, vous avez le Pledge Principal, avec les baguettes également en PVC, mais également avec des petits sacs en canevas, j'ai l'impression, pour les différentes ressources, et puis des playmats en néoprène pour le plateau central. Ensuite, il y avait ici un pledge ici, Waiting for Godot, petit jeu de mots sur En attendant Godot, c'est Samuel Beckett, si je me souviens bien, qui avait écrit ce roman, enfin cette pièce de théâtre. Donc c'est un petit peu comme le pledge stratégiste pour Cheap Theory Games, c'est-à-dire 10 pledges à 999 €. Par contre, à partir de maintenant, vous recevez tous les jeux que Godot Games sortira à l'avenir. Donc c'est clairement pompé sur le système de Cheap Theory Games avec le pledge stratégiste. 10 pledges qui ont été bien sûr chopés dès les premières heures de la campagne. Reste à voir s'ils auront les reins aussi solides que Cheap Theory Games et qui sauront le rendre, comment dire, attrayant et viable parce que bon, 1000 $, enfin 1000 €, si au final ils pondent encore 2 jeux avant de mettre la clé sous la porte, c'est pas hyper intéressant. Donc faut avoir assez confiance. Voilà, on peut maintenant s'orienter tranquillement vers le shipping parce qu'on va passer assez rapidement maintenant sur le gameplay. Je pense que vous avez compris en gros de quoi il s'agit, hein. On va placer son étudiant dans sa maisonnée, on va avoir donc un petit peu d'asymétrie, on va avoir ce placement d'ouvriers, ce système de jour et de nuit dont je vous ai parlé, hein. Soit vous allez au lit, vous cochez simplement comme des bons enfants que vous êtes, ou alors vous allez sortir pour profiter du carnaval de minuit, avec tout ce que ça peut avoir comme implications positives et négatives. Vous avez des duels, vous pourrez coopérer ou vous trahir, d'où le mécanisme du Prisoner's Dilemma que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y aura aussi les fameux animaux fantastiques qui vous procureront des sortes de mini-workers temporaires avec des actions un petit peu uniques. Ensuite, vous avez donc la gestion de ressources, vous avez les sorts que vous allez pouvoir apprendre pour modifier un petit peu vos stats et améliorer votre plateau individuel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose d'autre, j'ai l'impression. Oui, on pourra acheter de nouveaux objets, donc de nouvelles baguettes, de nouveaux balais magiques pour, encore une fois, augmenter un petit peu nos stats. Thématiquement, la thématique est assez présente dans le jeu, mais ce qui me refroidit un tout petit peu, c'est qu'au final, il y a quand même pas mal de choses qui vont juste faire augmenter des stats, et c'est un peu tout, j'ai l'impression. Et du coup, ça, je trouve ça un poil dommage. Reste à voir comment c'est retranscrit une fois dans le gameplay. Est-ce que quand on fait chaque action, on a vraiment l'impression de, dans cet univers, accomplir une action qui a un sens, ou c'est juste, bon bah du coup je fais ça, donc j'augmente de plus 1 ma santé, ou de plus 1 mon pouvoir magique, etc. Est-ce que c'est un peu froid ou non finalement? À voir. Il y a un petit peu ici de triche, on voit que oui, start cheating, la triche fait partie entre guillemets du jeu. Enfin, c'est une triche autorisée dans les règles du jeu en réalité. C'est juste que vous allez pouvoir aller checker certains événements avant qu'ils ne soient révélés, par exemple, pour pouvoir mieux préparer par la suite justement votre
vos actions à venir, justement, vis-à-vis des événements qui vont intervenir par la suite. Voilà. On va maintenant donc passer au shipping, comme je le disais tout à l'heure. Shipping en fonction des niveaux de pledge, bien évidemment. Alors j'aime pas quand ils font ça, quand ils mettent juste les 2 premières lettres des pays, c'est relou. Belgique c'est ici, France c'est ici aussi, donc la zone 1, 10, 12, 15 euros en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour ce qui est de Japon, on est ici 25, 30, 45. 45 c'est un petit peu cher pour le Principal Pledge. Si j'en prends un, c'est peut-être le Phoenix, parce qu'honnêtement, bon, le néoprène, pour le coup, bof. Les sacs, on peut faire sans. Les baguettes magiques, très clairement, on peut faire sans. Donc ouais, ce serait peut-être 30 pour des frais de port pour nous, ce qui est déjà quand même pas donné. La Suisse doit être à 13, 15, 18 également. Le Canada, c'est la zone 1 aussi, donc 10, 12, 15. Voilà. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de Foxpow. Ils vont juste mentionner à la fin les inspirations, les différentes inspirations de Foxpow. Ils mentionnent Mashelu, qui est un manga japonais. Mary and the Witch's Flower, qui est également un animé japonais. Ensuite, Kiki la petite sorcière, qui est une œuvre de Ghibli, encore un truc japonais aussi. Bon, honnêtement, les trois, ils sont là pour dire, il n'y a pas que Harry Potter, les gars. Ouais, bon, quand même, hein. S'ils pensent vraiment nous convaincre que c'est quand même pas 99% de Harry Potter les inspirations, bon, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à la rotule. Mais bon, théoriquement aussi, sachez qu'on est sur un jeu qui devrait être livré, si tout se passe bien, pour septembre-octobre 2025, donc cette année. C'est assez rare pour être signalé, mais potentiellement, on aurait notre jeu chez nous pour l'automne prochain. Voilà donc pour ce qui est de Foxpow, le jeu de placement de sorciers et de gestion de ressources, le Harry Potter sans la licence, 2400 backers pour l'instant, 227 000 € d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Et ma foi, c'est tout pour ce premier menu crowdfunding de l'année 2025. J'espère que vous aurez pu trouver quelques projets à votre goût, bien évidemment. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel projet. À me souhaiter la bonne année aussi, pourquoi pas, même si certains l'ont déjà fait dans le top 10 de la semaine dernière. D'ailleurs, je me rappelle à l'instant que j'ai pas encore répondu aux commentaires. Je vais me mettre des petits coups de martinet avant de dormir, promis. Et puis je répondrai aux commentaires aussi dans la foulée. En tout cas, merci de m'avoir suivi encore une fois, et je vous remercie d'avance de suivre à nouveau le menu crowdfunding semaine après semaine, parce que voilà, hein, vous êtes fidèles au poste pour cette année 2025, que je vous souhaite pleine de bonheur et pleine de pledges et de parties endiablées autour de la table. Profitez bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.